le show. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Amélie, coach pour TDAH. Bonjour Amélie, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ça va bien, je suis tellement contente que tu es là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait longtemps que je vais offrir à ma communauté un épisode sur le TDAH parce que majoritairement ici, c'est des femmes, des entrepreneurs et très clairement, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont TDAH et qui ne le savent Mm. pas. Fait qu'on veut en Mhm. savoir plus sur toi. Ça vient d'où cette passion-là pour le TDAH? Raconte-nous ton histoire. En fait, moi, ça vient de... En fait, moi, su que j'avais un TDAH à l'âge de 39 ans. Donc, dans le fond, j'ai appris ça sur le tard. Mais quand je regarde mon parcours de vie, je vois très bien que c'était évident. Tu sais, dans les années 80, 90, 2000, c'était très peu connu, surtout chez les femmes. Et comme j'ai une présentation plus typique pour une femme, qui est pas la représentation moyenne de ce qu'on pense d'un TDAH. Ça fait que je suis passée je suis passée dans les mailles du filet. Moi, j'avais des bonnes notes à l'école. J'ai réussi, je suis allée à l'université, je me suis spécialisée en kinésiologie, donc je suis dans le domaine de l'entraînement. Et mon conjoint étant en études en médecine, quand je tombais enceinte, ben je voyais pas comment j'allais réussir à continuer ma carrière d'entraîneur en même temps que d'avoir un bébé en très bas âge et un conjoint qui était absent là, dans un certain sens. Et j'ai décidé à la place de partir un commerce qui est un peu débile comme idée, à mon avis, quand je repense à ça. Ma fille avait 7 mois, j'ai ouvert mon commerce et je l'ai eu pendant 5 ans. Puis au travers de ça, j'ai fait énormément de changements. Tu sais, là, je vois quand même quand je repense à ça, je vois beaucoup d'indices qu'il y avait un TDAH qui était sous-jacent. Au bout de 5 ans, après 2 enfants, épuisement professionnel, j'ai choisi d'arrêter le commerce. Je l'ai vendu. J'ai eu un troisième enfant. On a déménagé. Je me suis acheté un gym qui était le rêve de ma vie. OK? J'ai vraiment, je me suis dit, OK, là, c'est le rêve de ma vie. Je m'achète des parts dans un gym. Ça a été une décision amère un peu parce que j'étais obligée d'arrêter de revendre mes parts parce qu'il y avait des défauts au niveau de des finances importantes de la compagnie. Mais en même temps, je réalisais quand même que d'être mère de 3 enfants avec un conjoint en médecine qui est très, très, très occupé, euh, c'était difficile d'être présent pour mes clients, pour ma business, puis d'être présent pour mes enfants. Donc, j'ai encore une fois choisi d'arrêter. Puis je me cherchais quelque chose à faire. Le COVID est arrivé. J'ai trouvé ça vraiment très rough. Et là, en fait, moi, mes enfants ont eu des défis à l'école. Ma plus grande, c'était un petit peu difficile. Elle a reçu un diagnostic de déficit d'attention, mais je me reconnaissais pas beaucoup dans ce que la neuropsy m'expliquait de ce qu'elle vivait. C'était une explication très clinique de la situation, donc je comprenais, je me rejoignais, je me reconnaissais absolument pas. Puis quand mon petit dernier, lui, ça a été un parcours scolaire très, très ardu. Nous, on a décidé, première année du primaire, on l'a fait examiner, on l'a fait évaluer. TDAH avec d'autres problématiques. On a refait un diagnostic pour ma grande pour s'assurer que c'était vraiment ça qu'elle avait. C'est ce qui était recommandé par la neuropsy de le refaire évaluer vers l'âge de 12 ans à peu près. TDAH aussi. Puis là, on s'est dit, bon, ben, tant qu'en avoir deux, on va au moins s'assurer que la troisième, on a la bonne... fait qu'on l'a fait évaluer troisième enfant sur 3 TDAH. Et là, la neuropsy dit, si j'étais vous, je me ferais évaluer parce que c'est génétique, puis les chances que vous ayez 3 enfants sur 3 qui ont un TDAH, c'est à peu près sûr qu'il y a au moins un des deux parents qui l'a. Et de la façon qu'elle l'expliquait, je me reconnaissais beaucoup plus dans sa façon d'expliquer ce que mes enfants vivaient. Je me suis mis à fouiller là-dessus et c'est là où c'est comme s'il y avait une lumière qui s'était ouverte un peu dans mon garde-robe, si tu veux. Et là, je suis allée faire mon évaluation neuropsy. Donc, j'ai eu mon diagnostic officiel, j'avais 39 ans. Et ça a comme été, OK, mais comment ça se fait que je savais pas ça? J'ai passé ma vie à penser que j'étais pas comme les autres, que j'étais brisée, que j'étais pas capable de suivre, tu sais, de prendre une décision, de suivre la ligne, puis de dire, OK, je m'en vais dans cette direction-là. C'est absolument pas mon parcours de vie, moi. Donc, ça m'a amené à m'intéresser dans le fond. Ça a été au départ, quand je me suis intéressée au coaching, ça a été principalement pour me comprendre moi, pour essayer de comprendre comment moi j'allais arriver à me gérer dans le fond. Je suis allée à l'ADCA, qui est l'Attention Deficit Coaching Academy, qui est l'école la plus solide aux États-Unis. Et j'ai fait ma formation de coaching là.
Et j'ai réalisé en réalité que j'ai toujours fait ça toute ma vie du coaching. Je savais juste pas que c'était ça. Je sais La pas vie si c'est que... Ouais, mais la vie est tellement bien faite. Tu sais, t'as dit, Ouais, oh, j'ai eu ceci, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu plusieurs détours, mais dans le fond, la vie t'a juste amené où est-ce que tu devais être. Puis je trouve ça exact. tellement intéressant quand tu parles, je me reconnais énormément dans toi. Puis je pense que plusieurs aussi, tu sais, dans le sentiment, tu sais, je suis pas correct, puis tu sais, comme, qu'est-ce qui se Hmm, passe de pas bien avec moi? Puis je pense qu'on a une idée préconçue de ce qu'est le TDAH. tout Fait, à puis fait. souvent, on va voir comme le petit garçon qui est super excité puis qui est pas capable de se Exact. concentrer, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Peux-tu nous éclairer sur ce qu'est Ouais, le TDAH et ce que ce n'est pas le TDAH? exact. Donc, le TDAH, en fait, ce que c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Avant, on séparait les deux, on avait TDA et TDAH. Maintenant, ça a été regroupé sous le même terme parapluie en réalité, pour ça qu'on dit avec ou sans hyperactivité. Mais le nom est très mal choisi parce qu'en fait, c'est pas une problématique d'attention, c'est une problématique de régulation. Donc, on a de la difficulté à réguler notre attention, bien évidemment, parce que c'est quelque chose qui se régule de l'attention, mais aussi nos émotions. C'est difficile pour nous de réguler nos émotions, de réguler nos réactions, mais aussi, ça vient avec des problématiques au niveau des fonctions exécutives. Donc, les fonctions exécutives, c'est tout ce qui est propre au cerveau, au cortex préfrontal, donc qui est la partie avant du cerveau, qui est la partie la plus évoluée, qui va nous aider à planifier, anticiper, structurer, faire des choix éclairés, être capable de sous-peser le pour le compte, de prendre des décisions. C'est toutes ces choses-là qui vont être affectées au niveau du TDAH. Et aussi, on a des problématiques de mémoire. Donc, on a de la difficulté à retirer, à avoir accès à des mémoires qu'on a, ce qui fait que quand on est dans une situation où on doit prendre une décision, souvent, l'accès à l'information est tellement partiel qu'on n'arrive pas à prendre une décision qui est éclairée et cet accès-là va varier d'un moment à l'autre. Ce qui va faire que d'une fois, tu vas prendre une décision, l'autre fois, tu vas prendre une autre décision. Et il y a une grande ambivalence. Puis cette ambivalence-là va souvent amener la personne à avoir tendance à être extrêmement impulsive à la dernière minute. Parce que le cerveau TDAH, en fait, c'est un cerveau qui s'active seulement pour trois choses. La curiosité, donc le fait d'être intéressé par quelque chose qui va faire qu'un enfant, par exemple, va avoir un intérêt extrêmement prononcé pour les dinosaures puis connaître absolument tous les noms de dinosaures alors qu'il n'arrive pas à retenir les mois de l'année, ce qui est comme mon fils. Il va avoir la nouveauté, Bright Shiny New Thing, qui est un peu le défi chez les entrepreneurs. Hein? On a comme envie de toujours sauter sur le nouveau projet. Et l'urgence. Donc, c'est ces trois critères-là qui vont activer un cerveau TDAH, contrairement à une personne qui n'a pas de TDAH, qui est neurotypique en réalité. Elle va être capable de prioriser les choses et activer son engagement face à la chose en fonction des priorités. Le cerveau TDAH ne fonctionne pas comme ça, ce qui fait qu'on a tendance à attendre à la dernière minute pour prendre une décision. Et souvent, cette décision-là est basée, elle va être un peu accompagnée de regrets dans le sens que, ben, si je l'avais pris avant ou, si je l'avais fait avant, j'aurais fait des choses différemment. Mais là, on est trop à la dernière minute. On n'est plus capable de prendre une décision différente. Et ça va amener le sentiment de ne pas atteindre son potentiel. Moi, c'est ce que je reçois souvent chez mes clients. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle ambitieusement TDAH. C'est que ce que je reçois souvent, c'est que les gens ont l'impression qu'ils doivent abaisser leur niveau d'ambition parce que ils sont pas capables d'exprimer leur potentiel parce qu'ils sont tellement mêlés, pognés dans tous ces problèmes-là que ils ont de la difficulté à mener un projet à bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable et ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est complètement différent. C'est souvent même accompagné de haut potentiel intellectuel. C'est quelque chose que je vois souvent. Et en plus, ben, en fait, généralement, tu as d'autres problématiques. Tu peux avoir des troubles d'apprentissage là-dedans qui sont mêlés, qui sont souvent très peu identifiés parce que le TDAH a trois présentations typiques. OK? La plus connue et la moins fréquente, c'est l'hyperactivité motrice. Donc, quand tu parlais du petit garçon tantôt de 8 ans qui pêche des boules de papier et qui est très tannant, c'est la plus connue, mais c'est la moins typique. OK? Ensuite, on a le trouble de présentation inattentive, qui est la plus typique chez les femmes. Donc, on a tendance à être dans la lune, on a tendance à être beaucoup dans nos propres pensées, beaucoup d'hyperactivité mentale. Donc, le cerveau qui roule à 1000 à l'heure, mais très tranquille. Donc, on ne cause pas de problème
dans notre environnement. C'est pour ça qu'on passe inaperçu. Dans le fond, c'est qu'on est toujours tranquille. Et tu as le trouble combiné qui est la plus fréquente chez les garçons, en fait, qui est une combinaison des deux qui présente une problématique hyperactive, mais qui présente aussi une capacité de tomber un peu en mode attente, ce qui fait qu'à l'école, il va être super tranquille, puis à la maison, ça devient une tornade. Et ça, c'est les 3 présentations principales du TDAH, mais les présentations combinées et inattentives, c'est des présentations qui sont beaucoup moins faciles à identifier parce que on part du principe que un enfant ou un adulte qui vient avec le TDAH, c'est un enfant qui a un adulte qui a des problèmes de comportement, qui a des problèmes qui va avoir des tempéraments un peu explosifs, tout le kit, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas chez une personne TDAH. Et c'est tellement éclairant, puis c'est pour ça que beaucoup de gens passent sous le radar, parce qu'on a cette Tout à fait. perception-là que si je suis TDAH, ben, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps, qui est tout le temps excité, qui est tout le temps, tu sais, qui est capable de contrôler. Mais, tu sais, est-ce qu'avec la majorité de tes clients, tu vois beaucoup d'anxiété et de dépression? Parce qu'avec toutes les problématiques, justement, hein, ça vient se connecter, si on veut, avec ça? Mais en fait, c'est pas très clair si, au niveau de la science, c'est pas très clair si le TDAH est génétiquement associé avec de l'anxiété ou de la dépression. Ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'à chaque 4 ans, dans la vie de l'enfant où l'enfant ne reçoit pas de support pour le TDAH, donc diagnostic et support adéquat, on augmente de 15% les risques d'avoir de l'anxiété ou de la dépression pour atteindre à l'âge adulte 50% de la population TDAH qui a un trouble dépressif ou un trouble anxieux nécessitant de l'attention médicale. Donc là, c'est vraiment ceux qui vont nécessiter des interventions, soit de type médication ou autre, mais il y a une autre tranche des gens qui ont un TDAH qui vont avoir quand même des problématiques anxieuses ou dépressives qui ne nécessiteront pas d'aller chercher une attention médicale, mais il y a une présentation quand même de ça. Et ça vient aussi du fait que un TDAH qui n'est pas reconnu à l'enfance et qui n'est pas supporté dans la compréhension de son fonctionnement détruit la confiance en soi de l'individu. Donc, sa confiance en soi, son estime de soi est détruite parce qu'on passe son temps à lui dire que ce qu'il fait, c'est pas la bonne chose, ou c'est pas la bonne manière, ou que c'est pas comme ça que les choses se font. Donc, ou qu'il devrait faire comme ça. Il y a beaucoup de faudrait, devrait dans la vie d'un enfant TDAH. C'est un enfant qui va subir jusqu'à 4 fois plus de réprimandes qu'un enfant standard. Et là, je parle pas juste d'un enfant qui a des problèmes de comportement, je parle d'un enfant qui vient avec un TDAH. Donc, juste, moi, j'ai des souvenirs à l'école en mathématiques. J'avais la bonne note, mais ma démarche était pas standard. Donc, j'obtenais 0 pour la démarche, puis très peu de notes pour le résultat, ce qui faisait que je croyais que j'étais poche en maths. Mais j'étais pas poche en maths, j'étais juste pas, mon cerveau passe pas par le même chemin parce que pour mon cerveau, la logique, elle est pas comme ça. Donc, ça c'est juste un petit exemple, mais ça fait en sorte que rendu à l'âge adulte, notre confiance en nous, notre capacité de croire qu'on est capable de bien s'entourer, de mener les projets à bien, de réussir nos objectifs, ben, c'est complètement détruit, là. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est sûr que ça amène des problématiques anxieuses, dépressives. Oui, puis de toujours douter de soi, tu sais, est-ce que je vais être capable d'arriver à temps? Parce que je suis toujours en train de me poser mille et une questions. Je suis toujours fatiguée parce que mon cerveau est constamment surchargé. Tout à fait. C'est vraiment sérieux, puis je trouve que c'est une problématique dont on parle pas assez, puis surtout chez les entrepreneurs. Puis est-ce que tu as des études qui supportent ça un peu du fait que, tu sais, souvent on entend que la majorité des gens sont entrepreneurs, sont probablement TDAH. Est-ce qu'il y a des études qui supportent ça ou pas vraiment? En fait, ce que j'ai vu comme statistique, ce serait 40%. Donc, il y a une surreprésentation du TDAH. T'sais, on dit que la statistique actuelle acceptée par la science, c'est entre 8 et 11% de la moyenne de la population qui aurait un TDAH. Mais chez les entrepreneurs, on parle de 40% des entrepreneurs qui auraient un TDAH. Donc, il y a une surreprésentation du TDAH chez les gens qui sont entrepreneurs, en partie parce que les TDAH n'aiment pas se faire dire quoi faire. C'est là que je m'en allais, je suis comme, ça a sûrement un lien, ça, parce que les entrepreneurs, on n'aime pas se faire dire quoi faire. On n'aime pas se faire dire quoi faire. Mais en même... Non, c'est ça. Mais en même temps, on n'aime pas la structure.
mais on ne fonctionne pas sans structure, ce qui est très paradoxal. Oui. Mais on ne fonctionne pas très bien. Je dis pas que c'est impossible. J'en ai des clients qui sont des employés puis qui vont fonctionner dans un système plus structuré. Mais je dirais qu'on n'aime pas se faire dire quoi faire. Aussi, on est très créatif, on pense en dehors de la boîte, ce qui fait que ça peut être irritant pour le milieu dans lequel on travaille. Et dans le fond, le cerveau TDAH, c'est un cerveau qui aime trouver des problèmes et trouver des solutions. On n'est pas des personnes nécessairement foncièrement négatives. C'est juste que notre cerveau, il est comme construit pour trouver un problème, faire attends une minute, là, moi j'ai identifié un problème, on va trouver des solutions pour ça, puis on va penser en dehors de la boîte. Mais pour ça, des fois, pour l'employeur ou pour les gens dans le milieu de travail, c'est bien extrêmement irritant. Mais pour un Mm. entrepreneur, c'est un grand atout. Mais tellement pour un coach. Moi, quand tu dis ça, je me dis, mais Ouais, ça fait tellement des bons coachs. Parce que, tu sais, on exact. est comme stimulé par ça, justement, des Oui, tout à problématiques, fait. puis trouver des solutions. Tout à fait. Juste que ça devient problématique, que je vois le plus, surtout dans le milieu entrepreneurial, c'est au niveau de la productivité. Fait que est-ce que tu aurais des Exact. conseils pour rester... Comment est-ce qu'on fait avec un cerveau comme celui-là pour rester plus focus, être plus productif? As-tu des petits conseils par rapport à ça? Ben en fait, oui. En fait, ça va être premièrement le cerveau TDAH, c'est un cerveau qui a tendance à être extrêmement éparpillé puis à avoir envie de tout faire avancer en même temps. Surtout maintenant avec l'abondance des réseaux sociaux, l'abondance de conseils qu'on trouve sur tout ce milieu qui dit tout et son contraire. On s'entend là, tu peux tout trouver à l'intérieur du même 30 minutes. Je dirais, Ah ouais. moi, la chose que je travaille le plus, c'est de faire le ménage dans nos objectifs, de clarifier vraiment nos priorités. Parce que les gens TDAH, moi, avec qui je travaille, souvent pensent qu'ils savent pas où ils veulent s'en aller. Mais dans la réalité, quand tu creuses puis que tu identifies les valeurs profondes de la personne, les priorités profondes de la personne, il y a un fil qui est là tout le long de la vie. Eux le voient pas nécessairement parce qu'un TDAH a de la difficulté à percevoir. On a des biais cognitifs négatifs qui sont très, très forts. On a beaucoup de perfectionnisme. On a tendance à évaluer ce qu'on fait beaucoup plus durement que quelqu'un de l'extérieur. Et mon travail à moi, puis le tien aussi, c'est d'aller chercher ces fils-là que la personne n'arrive pas à identifier par elle-même parce que c'est très dur de se regarder soi-même. Mais il y en a des fils conducteurs qui sont là puis qui vont nous aider à trouver quelles sont réellement les priorités de la personne. Et après, ça va être de développer des stratégies pour extérioriser le fonctionnement de la personne. Donc, tu sais, je sais, ça va avoir dans les yeux, mais un agenda, peu importe la forme d'agenda, mais avoir un agenda, puis ça va être beaucoup de régulation par rapport à ça. Donc, moi, quand je travaille avec un client, je fais toujours les deux choses en même temps. Je trouve une stratégie pour trouver une solution pour une problématique qu'on vit, mais je trouve aussi comment on va réguler notre fonctionnement par rapport à ça. Parce que le TDAH, c'est comme une bataille constante entre ce que j'ai envie de vivre en ce moment, qui est généralement avoir de la dopamine, et ce que j'ai envie d'obtenir sur le long terme, qui est souvent pas vraiment en accord avec le besoin de dopamine. La dopamine, c'est quelque chose, c'est une hormone, c'est pas une hormone, pardon, c'est un neurotransmetteur au niveau du cerveau qui est relâché quand on a du plaisir. OK? C'est très correct d'avoir du plaisir. Le problème, c'est que le cerveau TDAH, il en veut tout le temps. Et tout ce qui donne du plaisir, c'est ce qui a tendance à être super addictif. Donc, Ah oui. écran, bouffe, sucré salé, chicane, faire des chicanes. Hein? C'est super, super le fun pour le cerveau. Oui, c'est C'est vrai. ça. Ah ouais, ça donne le Euh, goût. un nouveau projet. Partir sur un nouveau projet. Donc, dès que quelque chose devient difficile et relâchement de dopamine, le cerveau, lui, va monter en mode je veux de la dopamine. Et c'est là où c'est important d'avoir une stratégie de régulation par rapport à la stratégie implantée. Parce que dans la réalité, je peux te donner tous les trucs du monde que j'applique chez moi, mais si tu te régules pas, si tu prends pas le temps de dire je vais déposer mes clés à cet endroit-là parce que j'ai pas envie de les perdre encore une 102e fois aujourd'hui, ben, il y a rien qui va fonctionner. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, là, Ah, ça fait mais tellement de sens, puis ça résonne tellement tout ce que tu dis là. C'est comme le cerveau, il veut tout le temps high, genre, il est tout le temps.
à la recherche Exact. d'un high. Puis, tu sais, c'est l'enfer au quotidien, surtout quand tu es entrepreneur, parce que pour faire rouler Mhm. une business, il faut que tu suives une ligne, là. Tu peux pas passer ton temps à Exact. t'éparpiller, là. Non, 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 c'est ça. Puis ça prend beaucoup, quand on part une entreprise, tu sais, travaille là-dedans, ça prend de la patience et c'est pas vrai que de plus travailler va faire avancer les choses plus rapidement. Donc, c'est ça qui devient difficile. C'est que moi, ce que j'essaie de travailler avec mes clients, c'est toujours de dire, OK, qu'est-ce que tu aimes faire, qui est facile pour toi de faire, dans lequel tu te sens confortable, qu'on va pouvoir répéter de façon régulière en quantité raisonnable. Moi, ça a été le podcast. Pour moi, faire un podcast, ça a été quelque chose dans lequel j'ai eu quand même une grande facilité à fonctionner. Est-ce que ça veut dire que ça me tente tout le temps? Je suis rendue à 80 épisodes. Non, il y a des épisodes où j'avais pas envie d'être là. Je suis honnête avec toi, là. Ben oui. Mais mon objectif par rapport à ce podcast-là est plus important que mon envie du moment. Mais j'ai aussi développé des stratégies. C'est toujours le mercredi que j'enregistre mon podcast. J'ai des stratégies qui sont claires pour moi, euh, qui font que c'est moins difficile de passer à l'action. Donc, je facilite le passage à l'action. Est-ce que ça veut dire que le passage va être facile? Absolument pas. Il y a des moments où j'ai pas envie du tout de faire ça, mais je me régule par rapport à ça. Mais pour ça, il faut que tu donnes la place d'avoir du temps. Quand Ouais. je parle de temps, ça revient à ce que je te disais, c'est pas une quantité de temps dans une semaine, c'est du temps de calendrier. C'est produire. Moi, j'ai vu, j'ai regardé un peu ce que tu fais, t'es rendu à une centaine d'épisodes, je pense, plus que ça. T'es rendu à combien Ouais. d'épisodes? 204, je Bon, crois. ok, Ouais. 204. Tu peux pas produire ça en 2 semaines, là? Non, non, vraiment pas. Exact. Combien Ben, de c'est fois moi ça. aussi j'avais pas envie. Puis je pense que ce que tu viens de dire là, c'est super précieux et c'est applicable pour tout le monde. Que tu sois Tout à TDAH ou fait. pas, c'est la Oui, discipline, la clé. Ici, d'une certaine façon oui. aussi. Tu Ben, sais, c'est la il y a des. discipline, Oui. puis c'est d'identifier ce dans quoi t'es bon puis t'as du plaisir. C'est la même chose avec l'activité physique. Mhm. Les gens me demandent tout le temps, c'est quoi la meilleure activité physique? Il y en a pas. C'est celle que toi t'aimes faire. Puis là, on va build on that. Puis on va essayer de trouver aussi qu'est-ce qui est important là-dedans. Qu'est-ce qui, toi, qu'est-ce que tu vas chercher quand tu fais ça? Qu'est-ce qui est important pour toi? Puis c'est avec tous ces petits éléments-là qu'on va avoir une action qui est claire et que là, on va être capable de répéter, ben, capable, qu'on va arriver à se réguler pour le répéter sur une base régulière dans le but de croître la visibilité de ton entreprise ou l'interaction avec tes clients ou peu importe ce que tu cherches à faire fonctionner. Mais c'est difficile pour un TDAH parce qu'on est attiré par la nouveauté puis par la plongée plonger dans un projet comme si notre vie dépendait de passer au travers le plus vite possible. Mais ça ne Mais fonctionne pas comme tellement. ça, l'entrepreneuriat. Non, non, c'est ça. Mais tu sais, d'un côté, tu sais, on voit beaucoup d'effets négatifs, tu sais, du TDAH, mais en même temps, il y a tellement de choses de positives parce que quand on Mhm, devient fasciné par un sujet, justement, qu'on active cette curiosité-là, ben là, on en mange. mhm, Tu sais. tout Il à y a des fait. thématiques dans ma vie où je suis comme, OK, moi, je vais juste lire là-dessus, là, dernièrement. Tout Mais à t'as fait. parlé, tu sais, comme un super de bon truc au niveau de la productivité et du focus, et c'est l'activité physique. Ouais. Et ce qui m'aide beaucoup personnellement pour même gérer cette anxiété-là qui vient avec, c'est Mhm, que mhm. je vais choisir des activités physiques qui vont me brûler, j'ai envie de dire. Fait comme ça calme mon cerveau. Tout à fait. Tout à fait. Tout à Comme fait. ça Mais fait en tant fait, que je suis plus focus. tout à fait, parce que au niveau de la science, il y a deux trucs qui ont un impact au niveau de la chimie du cerveau en tant que tel, vraiment de la chimie des neurotransmetteurs, c'est la médication, l'activité Mhm. physique. C'est deux choses qui vont venir influencer la chimie du cerveau. Bien sûr, le sommeil, l'alimentation, tout ça est important aussi, mais ce qui va vraiment impacter la chimie sur une période prolongée, sur laquelle on a un pouvoir dans un certain sens, c'est vraiment la médication et l'activité physique. Je suis pas en train de dire que la médication est absolument nécessaire, c'est absolument pas ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que l'activité physique, c'est un élément clé dans la gestion, je pense, du TDAH, mais c'est pas nécessaire. Si toi, tu fais des activités qui te brûlent, moi, je t'avouerais qu'avant notre entrevue ensemble, je suis allée courir. Il faisait beau, j'en ai profité. Mais il y a des journées où je vais faire juste du yoga et c'est correct aussi. Oui. Mais c'est de trouver des activités qui nous font plaisir et qui vont faire en sorte que
On va dépenser de l'énergie parce qu'effectivement, ça aide à calmer le cerveau, ça aide à relâcher aussi des neurotransmetteurs autres que la dopamine, comme la sérotonine, l'ocytocine et j'ai oublié la quatrième. Mais ça aide à relâcher des hormones qui sont associées au bonheur, contrairement à la dopamine qui est plus associée au plaisir en tant que tel. Donc, c'est ceux-là qu'on va vouloir venir euh, produire en grande quantité, en plus grande quantité. Puis l'activité physique, ça fait partie des outils qu'on peut implanter qui sont quand même assez faciles d'accès. Là, t'as pas besoin de rien faire de compliqué. Là, t'es pas obligé d'aller dans un gym super complexe puis de faire un programme hyper compliqué. Là. Juste aller Mais prendre une marche dehors, ça a déjà oui, un impact énorme sur oui, la ou chimie du d'aller cerveau. courir. Tu sais, ça Ouais, fait une énorme différence parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la médication, mais tout à fait. de faire ça, je trouve que c'est, en tout cas, pour moi, ça a été énormément aidant Ouais. que de, tu sais, en anglais, on dit tame your brain, là, c'est comme ça, on dirait Yep. que ça Ouais, dompte mon ouais. cerveau, là, tu sais. Oui, oui, oui. Euh, fait que clairement, ça peut aider. Si on Tout à soupçonne fait. qu'on a un TDAH, là, on écoute l'épisode, puis on est comme, ça sonne vraiment Hmm. comme moi, puis j'ai l'impression, comment est-ce qu'on fait pour se faire diagnostiquer? Ou est-ce que c'est Mais en vraiment fait, utile ou plus ou moins? Qu'est-ce que tu penses de ça? oh, c'est une bonne question que tu me poses là. Je vais répondre Mhm. probablement à la première partie de la question qui est comment on fait. En fait, au Québec et je crois au Nouveau-Brunswick aussi, au Canada à mentionner, mais plus particulièrement au Québec, euh, les gens qui sont habilités pour diagnostiquer le TDAH, c'est un psychologue, un neuropsychologue ou un médecin. Il peut y avoir aussi psychiatre, mais bonne chance pour avoir accès à un psychiatre chez un adulte, c'est extrêmement difficile. Mais un médecin de famille est habilité à diagnostiquer un TDAH. Est-ce que c'est nécessaire d'aller faire une évaluation neuropsy très complexe? Parce que c'est sûr qu'un neuropsy va faire une évaluation beaucoup plus élargie de la personne comparativement à un médecin de famille qui souvent va passer le formulaire du cadran puis ça arrête un peu là. Euh, je te dirais que je suis très mitigée face à ça. En partie parce que ce que je constate, c'est que les gens ressortent de ces évaluations-là, ça leur a coûté très cher, n'ont pas vraiment plus de réponses à leurs questions. Oui, ils ont un papier, ils ont là, il faut qu'ils se trouvent un médecin qui accepte de médicamenter si c'est l'avenue qu'ils choisissent de prendre. Ce qui est pas plus facile au Québec de trouver un médecin qui va être confortable avec ce type de médication-là, surtout à l'âge adulte. Chez un enfant, je pense que c'est non. Il n'y a même pas de discussion. Chez un enfant, je pense que c'est nécessaire parce que l'enfant n'arrive pas à verbaliser ce qu'il vit et ce qu'il ressent. Chez l'adulte, moi, ce que je constate, c'est que souvent, ben, la personne se retrouve sans ressources après. Et c'est ce que je trouve dommage. Donc, c'est pour ça que je dis qu'un médecin de famille a le droit, est habilité à diagnostiquer. Il y a certaines cliniques privées au Québec en virtuel qui travaillent avec des médecins de famille spécialisés dans le TDAH qui vont faire une évaluation qui est acceptable, là, mais qui n'est pas un processus de 10 heures de test. Là. Euh, mais si c'est vraiment, tu sais, moi je pense pas que c'est une mauvaise chose. Je pense que c'est une bonne chose que d'aller se faire diagnostiquer parce que ça donne des réponses à nos questions. Moi, ça fait partie de mon soulagement. J'ai été énormément soulagée d'enfin apprendre que c'était ça que j'avais. En fait, ce que je trouve juste dommage, c'est la difficulté d'accès à la ressource, en fait, à l'évaluation et les coûts associés à ça qui sont très, très prohibitifs. Donc, c'est plus cet aspect-là que je trouve un peu dommage. Est-ce que ça nous empêche d'avoir accès à de l'aide? Moi, je ne demande pas de diagnostic. Si quelqu'un est intéressé de travailler avec moi, ça fait pas partie de mes critères de sélection d'avoir un diagnostic TDAH. Ce qu'il faut, c'est vivre avec des symptômes qui s'y apparentent, se reconnaître un peu dans le discours que je, que je dis sur mon podcast ou sur mes autres plateformes. Euh, donc, pour moi, c'est ça qui est important. Et après ça, ben, c'est de l'outiller le plus possible. Je pense quand même que le diagnostic, ça fait partie souvent du parcours d'une personne, ne serait-ce que pour avoir des réponses à ces questions. Et D'avoir un connaissance peu de la, soi, ouais. exactement, un peu la, tu sais, au Québec, c'est encore une très mauvaise presse, malheureusement, le TDAH. Et ça fait en sorte, je pense, que beaucoup de gens se sentent pas particulièrement à l'aise d'aller chercher ces ressources-là. Ce qui fait que, ben,
ils obtiennent pas d'aide, tu sais. C'est ce que je trouve vraiment dommage dans tout ça. Au final, ce qui est important, c'est que la personne qui ressent une forme de détresse ou juste une insatisfaction, puis qui ressent des symptômes qui s'apparentent au TDAH, ce que je lui souhaite, c'est d'avoir de l'aide. C'est d'avoir quelqu'un qui l'écoute puis qui l'aide à se comprendre et qui l'aide à développer des stratégies qui sont adaptées à ses objectifs, à ses valeurs, à ses besoins, dans le but de fonctionner et d'atteindre ses propres objectifs. Ouais, C'est juste, c'est ce définitivement. que je souhaite. Oui, puis tellement. Puis tu sais, c'est pas le but, c'est pas de se coller une étiquette, puis à partir de maintenant, je suis TDAH, puis tu sais, se limiter, parce que comme tu l'as dit, il y a des belles choses d'être Tout à fait. TDAH. Puis des belles parties, c'est simplement une connaissance de soi, puis ensuite Exact. d'aller chercher justement de l'aide pour être capable de se réguler. Je pense que c'est vraiment ça le mot, c'est Tout la à fait. régulation Oui, ici. oui, ben j'ai vu certains chercheurs américains qui commencent à parler de troubles de régulation, self-regulation, qui appellent ça. Je ne sais Mhm. pas si ça va éventuellement changer de nom dans le futur DSM. Ça serait vraiment génial parce que je pense que ça représenterait beaucoup mieux le trouble en réalité. Oui, Mais c'est des choses qui s'apprennent. Et tu sais, quand tu me dis une étiquette, moi, ce que je dis tout le temps, c'est le TDAH, c'est une explication, ce n'est pas une excuse. Moi, pour moi, entendre de dire ah ben c'est pas, tu sais, c'est pas ma faute, je suis en retard, j'ai un TDAH. Non, c'est pas, t'es pas obligé d'être en retard. Est-ce que ça fait partie de tes défis? Tout à fait. C'est difficile d'être à l'heure pour une personne qui a un TDAH. On ne ressent pas le temps, on a de la difficulté au niveau de la mémoire et toutes ces choses-là, ce qui va venir expliquer le comportement. Mais après ça, on peut trouver des stratégies pour c'est pas une aider excuse. à, euh, à faire en sorte que ce n'est plus un problème si c'est un problème que tu perçois. Parce que ça se peut que pour Exactement. toi, c'est pas important. C'est ça, c'est Tu ça. sais, C'est quel ça se peut effet que pour... ça a dans ta vie. Exact, Parce que si c'est exact, négatif assez, c'est d'aller chercher l'aide. Fait que, exact. clairement, je veux que tu nous dises comment est-ce qu'on fait pour travailler avec toi? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut écouter ton beau podcast? Peux-tu nous dire? Bon, en fait, moi, mon podcast s'appelle Ambitieusement TDAH. Je peux le retrouver sur pas mal toutes les plateformes, là, Apple, Podcast, Spotify, puis il y a plusieurs autres plateformes aussi. Sinon, c'est sur mon site web, amélieléveillé.com. Je suis en train là, de le refaire. Tu vois, ça, c'est ma bête noire. La technologie, Je c'est comprends. difficile pour moi. Beaucoup de régulation là-dedans. Dans le fond, moi, présentement, je travaille uniquement en un pour un. La raison étant que mon objectif, c'est vraiment d'aider la personne à avoir une approche la plus personnalisée possible. Sincèrement, si j'avais la recette de comment gérer ton TDAH, ça ferait longtemps que je la vendrais. Ouais, Mais moi, tellement. j'y crois pas. Tu sais, j'ai travaillé avec des centaines de clients et ce que je constate, c'est que chaque personne est différente. Chaque personne a des objectifs différents. Et souvent, en fait, le coaching, je sais pas pour toi, mais les TDAH, très souvent, on appelle ça un verbal processor en anglais. C'est une personne qui a besoin de verbaliser ce qui se passe dans sa tête pour arriver Ouais. à trouver une solution. Et l'espace de coaching, c'est souvent ça. C'est un espace qui est non jugeant, donc neutre, où moi, j'ai pas d'opinion face à ce que tu devrais ou ne devrais pas faire, ou ce que tu voudrais ou ne voudrais pas faire. Ma job, c'est d'aider la personne à creuser dans ses idées, puis à trouver ce qu'elle cherche à obtenir là-dedans. Contrairement à quand tu parles avec ton conjoint ou ta mère ou ta soeur, puis c'est pas des mauvaises personnes, mais ils ont leur opinion de toi, ils ont leur façon de penser de qu'est-ce que tu devrais faire. Et souvent, mais ça va venir intercepter un peu le processus verbal de la personne. Mais ça peut être aussi très dur à recevoir un processus verbal. Tu sais, quand la personne explore des affaires pas toujours super tripantes, Ouais. qui est un peu sécurisant pour la personne qui le reçoit. Mais c'est ça, le coaching pour ce que je fais, moi, c'est beaucoup de laisser la personne le droit de se poser ces questions-là, d'aller chercher ces informations-là qu'elle n'est pas capable de trouver par elle-même. Parce qu'on a comme besoin de verbaliser ce qui se passe dans notre tête pour arriver à faire un processus complet, réflectif. Si on reste juste dans notre tête, on tourne en rond, puis on arrive comme jamais à rien. Ouais. Ouais, que juste d'avoir cet espace-là, Exact. déjà, c'est aidant. Déjà, c'est un pas en avant. Fait qu'après ça, quand t'as quelqu'un qui est complètement extérieur, qui est neutre, puis qui Mhm. peut t'aider à mettre ça en ordre, si on veut. Parce que des fois, c'est comme un gros puzzle dans notre tête. Puis on est comme, il y a trop de Oui, choses qui se passent. oui. Puis moi, je suis là pour observer, tu sais, d'une séance à l'autre.
j'observe des choses que la personne elle-même n'observe pas nécessairement. Parce qu'elle est tellement prise dans son processus qu'elle s'observe pas, puis elle voit pas des tangentes au niveau des mots qu'elle utilise, elle voit pas des tangentes au niveau des thèmes qui sont récurrents. Moi, je le vois, ça. C'est mon travail d'aller chercher ces informations-là et de ramener ça. Tu dirais, est-ce que tu as réalisé que ça fait plusieurs fois qu'on tourne autour de ce sujet-là, ou tu sais, peut-être que ça, c'est vraiment important pour toi, alors que la personne elle-même, elle ne le réalise pas, et c'est normal. C'est comme ça qu'il fonctionne notre cerveau. Ah, mais c'est tellement intéressant. Merci tellement pour tout ce que tu as donné comme conseil aujourd'hui. Déjà là, je sens qu'il y en a que les lumières ont dû s'allumer, puis ils sont comme « Oh my God, il m'a reconnu! » Très clairement, on va mettre tous les détails, comment te rejoindre dans les show notes. Si tu as un dernier conseil, là, qu'est-ce que tu aimerais léguer aux femmes qui nous écoutent en ce moment? De croire en elles. Elles sont capables de faire ce qu'elles veulent. En fait, ce que je dis tout le temps, c'est arrête de penser que c'est à toi de te conformer. Faut juste trouver comment tu marches. Faut juste trouver ta façon à toi de fonctionner. Puis là, après ça, ça va être tellement plus facile. Mais tellement. Wow, ça me touche. Merci, merci mille fois. Merci à tout le monde qui a été Merci là. à toi. On se retrouve déjà la semaine prochaine. Puis je dis comme je dis à chaque fin d'épisode, continue de briller et de prendre de l'altitude car le monde a besoin de toi, de son seul don que tu détiens. Grand merci. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.